Bienvenue dans l'hebdo de François, en partenariat avec Africa numéro 1 et Beurre FM. Et puis toujours avec nous autour de cette table, nos mousquetaires de l'information. J'ai nommé par ordre d'apparition à l'antenne Francis Laloupeau, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Nadir Djenad de Beurre FM, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Notre directeur de recherche au CNRS, c'est un peu long mais c'est vrai, Dominique Volton, bonjour. Et enfin Éric Zemmour, journaliste au Figaro, bonjour. Voilà, les présentations sont faites. Je vous rappelle où vous pouvez nous contacter. Ça va s'afficher sur votre écran. hebdofranço@rfo.fr, hebdofranço@rfo.fr. Au sommaire de cette émission, le souhait d'Hugo Chavez que les FARC colombiennes ne soient plus considérées comme une organisation terroriste. La présence de la France dans le Golfe Persique après le voyage de Nicolas Sarkozy dans cette région. La polémique qui commence autour du plan banlieue, la télévision publique sans publicité, quel avenir, et enfin la laïcité qui revient au devant de la scène. Ça fait beaucoup, on va essayer d'être bref et d'être dynamique. Voilà. Le président vénézuélien a plaidé vendredi dernier pour un retrait de la liste des organisations terroristes des FARC. Une proposition qui est plus que discutable, selon vous, Francis Laloupeau ? Discuter en tout cas, discutable je ne sais pas. C'est vrai que Angela Merkel notamment a réagi et les États-Unis n'ont même pas réagi, ont posé une sorte de silence méprisant cette proposition, mais selon moi c'est un acte de courage politique. Parce que je pense que c'était également une réponse aux États-Unis qui, depuis 2001, ont le monopole, se sont en tout cas arrogé le monopole d'établir la liste des pays et des organisations terroristes dans le monde. Alors un coup on met tel pays sur la liste, les États voyous. Quelques mois après on peut enlever, selon la seule appréciation des États-Unis. Et je pense que c'est aussi une manière pour Hugo Chavez de refuser son monopole aux États-Unis et d'introduire dans la donne diplomatique mondiale cette éventualité. Donc de retirer les FARC de la liste des organisations terroristes. Parce qu'au fond il faut savoir terminer une guerre, il faut savoir terminer un conflit. Et l'on sait que de toute façon, les FARC n'ont pas grand-chose à perdre aujourd'hui, puisque bon, chacun sait que c'est une organisation qui s'est quand même discréditée. On a beaucoup de banditisme, de délinquance dans cette organisation qui s'est quand même pervertie au fil des années. Et il faut bien, je veux dire, donner la possibilité, donner la chance à la paix en quelque sorte. Et je veux dire, on ne termine pas une guerre sans dialogue et sans négociation. Et c'est une manière d'ouvrir cette brèche-là. De ce point de vue, je pense que c'est un acte de courage politique majeur. Alors Dominique Volton voulait rebondir sur votre affirmation. Oui, parce que je pense que la question de fond est bien posée. Les États-Unis ne sont pas les gardiens du bien et du mal dans le monde, ça faut le répéter 100 fois, et vous avez tout à fait raison de le dire. Et surtout vis-à-vis de l'Amérique latine, ce qu'ont représenté les FARC malgré toutes leurs exactions, c'est effectivement une capacité à contester l'ordre politique capitaliste mondial. Et la popularité qu'ont ces mouvements en Amérique latine, nous devons l'entendre, parce que c'est l'éternel problème. L'Occident ou l'Europe ou les pays riches ou les Américains, leurs alliés, ne peuvent pas s'arroger le seul droit de juger tout le monde. Et dans cette proposition politique qui est apparemment de la provocation, il y a effectivement une profondeur pour dire vous devez respecter des hommes et des femmes et des combats qui ne rentrent pas dans votre logique, alors que simultanément vous êtes capables, vous les pays riches, de faire énormément d'exactions. Donc je pense que ça va dans le sens d'arrêter de dire que M. Chavez est un espèce de dictateur fou, parce que vous savez, on a l'art quand même dans la presse mondiale de caricaturer, de diaboliser, merci, voilà. Le mot est bien plus précis, et de diaboliser. Alors on a diabolisé Cuba et Fidel Castro pendant 30 ans, nonobstant les erreurs du régime, et on recommence avec Chavez. C'est pas en faisant comme ça qu'on fera une communauté internationale respectueuse de l'autre. Bon, alors quand même, revenons à la question, les FARC, organisation terroriste ou non, Nadir Djenad? Tout d'abord, j'aimerais dire qu'il y a aussi un objectif politicien. On a l'impression qu'il s'agit plutôt d'un deal entre Hugo Chavez et les FARC après la libération récente des deux otages Consuelo González et Clara Rojas. A Hugo Chavez le mérite d'avoir obtenu la libération des otages et de revenir davantage. Voilà, et de revenir dans le jeu. On se souvient qu'il avait que Alvaro Uribe lui a subi un camouflet quand même en stoppant la médiation fin novembre, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et les FARC souhaitent rehausser leur image auprès de la communauté internationale. Vous le disiez, le combat politique des FARC a été abandonné. Il ne vit que du trafic de drogue, des rançons, des otages et du kidnapping. Donc les FARC ont besoin de rehausser leur image auprès de la communauté internationale et ont besoin d'Hugo Chavez. Donc je dirais qu'il s'agit plutôt aussi qu'il s'agit d'un deal entre Hugo Chavez et les FARC. Plus réservé quoi. Éric Zemmour, votre point de vue là-dessus? Écoutez, moi je prends un peu tout ce qu'on a dit qui était intéressant et j'ai le sentiment, pour les FARC, je pense qu'ils finissent comme tous les mouvements d'extrême gauche révolutionnaire, ils finissent tous dans le banditisme. C'est l'histoire de tous ces mouvements-là depuis 100 ans, depuis
Les soldats ont pris le pouvoir quand même. Hein. Ah oui, ben, quand ils prennent le pouvoir, c'est du banditisme de haut niveau. Ça, c'est votre jugement. Par ailleurs, je pense effectivement, comme Nadir, que manifestement, Chavez a un accord avec eux et qu'il tente, en arrachant les otages, de préparer l'après et comme l'a dit Francis, de finir en beauté, si j'ose dire, et de faire une paix et de faire une fin à cette histoire qui n'en a que trop duré, en essayant de trouver un compromis qui satisfasse tout le monde. C'est audacieux, c'est malin. Je suis pas sûr que ça réussisse, évidemment. Ça prouve que Chavez est un tacticien assez habile. Je suis pas sûr que je pense que quand Dominique dit qu'on a diabolisé Castro, je trouve ça un peu excessif. C'est quand même un dictateur stalinien. Maintenant, il y a des tas d'autres soutenus par les États-Unis. Ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, faut voir. Hein. Mais sinon, voilà quoi. J'ai l'impression qu'on est entré dans la phase ultime de sortie de crise. Mais est-ce que ça va réussir? Alors, je n'ai entendu aucun de vous parler de morale, en l'occurrence, parce que quelque part, je crois qu'aucun d'entre vous autour de cette table n'apprécie ou ne soutient les actions des FARC. C'est donc il s'agit bien de politique. Là. Alors, Dominique on le sait, on sait très bien les limites sur les FARC, etc. Donc la question au-delà de ça, c'est comme les États-Unis, qui ne sont pas les gendarmes du bien dans le monde, sont dans une position qui est de plus en plus arrogante. C'est important, si on veut que la communauté internationale, ça existe un jour, et si on veut un peu de respect mutuel, qu'on arrête de diaboliser ceux qui ne rentrent pas dans la catégorie. Ce qui se joue avec les FARC, ça se joue sur plein... On pourrait faire la même chose sur plein d'autres mouvements. Au bout d'un moment, il faut respecter l'autre, et ce que vous disiez très justement, la paix, c'est de respecter l'autre, de commencer à parler avec l'autre. Et ce qui se joue dans la mondialisation aujourd'hui, on ne peut plus diaboliser les adversaires comme on l'a fait il y a 20-30 ans, voilà. Parce que dans la mesure où les enjeux économiques, politiques sont de plus en plus liés, si on veut éviter qu'il y ait des guerres de toute nature, il faut arrêter de caricaturer. C'est intéressant de ce point de vue-là. Francis, est-ce que vous avez le même point de vue, Dominique? Est-ce que Dominique, vous avez le même point de vue quand c'est des dictatures de l'autre bord, c'est-à-dire la dictature argentine, de jadis. Bien sûr. Alors, Francis, je suis pas sûr. Je pense qu'on ne faisons pas de passer attention quand même. Francis d'une part et Nadir, et puis on terminera sur ce sujet. On est au-delà de la morale, parce qu'au fond, je veux dire, qui dicte la morale internationale? Je pense que c'est une morale. Non, mais c'est une morale. Voilà, c'est une morale à géométrie. Mais je me souviens que souvent Éric Zemmour a été attaqué à ce propos ici. C'est pour ça que je dis ça avec s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il a été attaqué particulièrement, Éric Zemmour. Jusqu'à présent, je disais que la morale. On laisse finir Francis Taloupo, Éric Zemmour. Je vais juste relever que le terme dictateur stalinien appartient à un autre âge et que, je veux dire, que traité aujourd'hui. Mais Castro aussi appartient. Oui, ce sont des catégories qui sont très relatives selon l'endroit du monde où l'on se trouve. Je veux dire, il faut quand même tenir compte de cela. Ouais. Et c'est vrai que quand on entend, d'ailleurs, c'est assez surprenant et très agaçant d'entendre les commentaires qui sont faits ici et là sur Hugo Chavez. Soit ça relève, je pense, d'une sorte de surdité, ou alors non, je parle pas de vous, Eric. Hein. Je parle de ce qu'on entend de plus en plus, en tout cas, dans la presse, dans les commentaires. Et j'entendais d'ailleurs, il faut relever ça. J'entendais il y a quelques jours un commentateur dire Hugo Chavez a libéré les otages pour redorer son blason sur la scène internationale. Il n'a pas besoin de redorer son blason. Je pense que quand on prend Hugo Chavez dans le contexte de son pays, du Venezuela, Hugo Chavez a quand même à son actif un revers il y a quelque temps. Non, mais ce n'est pas un revers du tout. C'est la vie normale de la démocratie. C'est un référendum. C'est-à-dire qui a été même un revers, même si c'est pas anormal, c'est un revers. Mais ça fait partie de la vie. On a répondu non à une question où il voulait qu'on réponde oui. Donc nous sommes dans tout, on a fait un contexte qui est tout sauf antidémocratique. C'était justement une manière, je veux dire, d'envoyer ce message, qui est quand même un message précieux au monde, comme quoi, c'est-à-dire que c'est un peu les raccourcis que l'on ne pas diaboliser les raccourcis dans le jugement, ne pas diaboliser l'autre en général. Et puis je pense que le terme dictateur, le terme autocrate, etc., ce sont des termes un peu trop faciles, parce que il faut tenir compte des contextes intérieurs. Et il s'agit pas, je veux dire, de faire l'éloge à contrario de dictature. Il s'agit de mettre, d'employer les mots qu'il faut là où il faut. De ne pas banaliser les mots. Le Venezuela n'est pas une dictature, point. Je veux dire que c'est aussi simple que ça. Nous sommes dans une démocratie on est parti active, des FARC, hein. avec d'ailleurs une offre politique. Ça qui est important. Je crois que Hugo Chavez énerve le monde occidental parce que
voilà quelqu'un qui, bon an mal an, avec certainement des maladresses, avec, je veux dire, des attitudes critiquables, apporte dans le contexte international une réflexion sur une nouvelle offre idéologique et politique qui, d'abord ils appellent ça, c'est ni une dictature ni une démocratie, mais un socialisme post-démocratique. Et ça, évidemment, venant d'un pays du Sud, c'est agaçant, c'est énervant. On va, attendez, stop, s'il vous plaît. On va demander à Nadir Djenad de conclure sur ce point parce que là, on n'en sortira pas aujourd'hui. Moi, je dirais, pour conclure, je pense que le président Chavez, c'est un dossier vaste, le président Chavez s'adresse avant tout aux pays d'Amérique latine et poursuit sa politique de l'hégémonie américaine sur le continent. Mais moi, je dirais aussi une chose. Moi, en fait, quand on regarde bien le parcours de Chavez, on peut comprendre pourquoi il critique la définition américaine du terrorisme, parce qu'on sait très bien que le point de vue américain sur le terrorisme est construit sur, d'une part, une base morale, une base même, je dirais même religieuse, oui. Et d'autre part sur le statut de puissance dominante en quête d'hégémonie. Donc c'est le bien, c'est la lutte du bien, contre le mal, et la communauté internationale doit suivre derrière le représentant du bien que sont les États-Unis. Et là, on peut comprendre pourquoi Chavez s'oppose donc ardemment à cette vision. Il trouve des soutiens. Alors, on va aller dans une autre région du monde. Une base militaire française, la première depuis 50 ans, sera développée dans les Émirats arabes après le voyage de Nicolas Sarkozy dans la région. Et j'ai relevé la phrase du chef d'état-major du président Gérard Guillot qui parle d'une révolution géopolitique. C'est votre avis sur la question, Nadir ? Tout d'abord, il faut préciser qu'il y aura 400 à 500 soldats qui seront opérationnels donc, sur cette base courant 2009, que cette base sera située sur le territoire d'Abu Dhabi, en bordure du détroit d'Ormuz, là où passe le pétrole, 40% du pétrole. Là où passe le pétrole, oui. Voilà. Ça dit beaucoup de choses. Exactement. Il s'agit d'une révolution géopolitique, je suis d'accord, mais qui a des conséquences, qui peut avoir des conséquences. D'une part, il faut savoir que cette base sera installée juste en face des côtes iraniennes, dans une zone très sensible, qui est le détroit d'Ormuz, où le 6 janvier dernier, il y a eu un incident entre des navires américains et des navires iraniens. Cette base donc a été annoncée donc à la demande des autorités des Émirats arabes unis, car il y a une crainte de ces pays du régime de Téhéran, indépendamment des questions du nucléaire et des ambitions régionales de l'Iran. Il y a un vieux contentieux entre Abu Dhabi et l'Iran qui date de 1971 concernant la souveraineté de 3 îles. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que va faire la France en cas de conflit régional ? Que va faire la France s'il y a une attaque américaine ? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, du point de vue iranien, cette base est vécue est ressentie comme un acte d'hostilité. Les autorités iraniennes ne cessent pas de dire ces derniers jours que le président Nicolas Sarkozy est hostile. Il faut se rappeler aussi que la diplomatie française s'active donc pour l'adoption de nouvelles sanctions internationales des Nations Unies contre Téhéran. Éric Zemmour, j'ai envie de continuer ce que dit Nadir Djenad. Est-ce que finalement la présence française dans cette région du monde, c'est le remplacement du rôle que jouait Tony Blair, que certains opposants avaient dit caniche de George Bush, ou est-ce que c'est une position indépendante de la France qui joue sa propre carte ? C'est la grande question. C'est-à-dire que on sent, d'après moi, que Nicolas Sarkozy hésite, et sans doute qu'il y a des pressions de part et d'autre entre les deux lignes. Quand il était aux États-Unis, il a manifestement voulu devenir le remplaçant de Tony Blair et le meilleur élève de la classe atlantiste. On sentait ça. Depuis, en recevant Kadhafi, en vendant du nucléaire à des États arabes, aux États arabes, on sent bien que c'est comme si Chirac revenait dans la peau de Sarkozy. Et c'est tout à fait logique d'ailleurs. Funambulisme alors. Un exercice de funambule. Non. Concernant le nucléaire civil, il y a une vision très claire, je pense, de Nicolas Sarkozy. Mais absolument. Je pense que c'est pas du funambulisme. Je pense qu'il y a c'est l'histoire de la Ve République. Même le général de Gaulle, chaque nouveau président commence son mandat en voulant avoir de meilleures relations avec les États-Unis. Même le général de Gaulle en 58 demande un accord à 3, États-Unis, Angleterre, France, et c'est parce que les Américains lui rient au nez qu'il les chasse, il chasse son armée. Les relations entre les États-Unis et de Gaulle sont beaucoup plus anciennes que ça.
Mais il n'empêche que quand il arrive, il y a Eisenhower, et il s'entend bien avec Eisenhower, et donc il propose quelque chose. Mais c'est pour vous dire qu'à chaque nouveau président, le nouveau président essaye d'avoir des relations. Donc en fait, il est trop tôt pour répondre à la question. Voilà, il y a une logique géostratégique. Vous savez, on parlait de Napoléon. Napoléon disait, on a l'histoire de sa géographie. Il y a une logique géostratégique de la France dans sa politique traditionnelle depuis le général de Gaulle vers le monde arabe, vers le monde méditerranéen, etc. Et on sent bien que Sarkozy, selon moi, est pris, surtout qu'il est avec lui un diplomate très classique. Lévite est un diplomate d'un grand classicisme. On sent bien qu'il est pris entre ces deux logiques et qu'il a du mal à accoucher d'une synthèse. Et je crois que on va assister comme ça pendant plusieurs mois à des gestes qui semblent contradictoires. Voilà, qui en fait est une recherche d'un point d'équilibre, je pense. Voilà, Dominique Volton. Oui, moi je crois qu'il n'y a pas de contradiction. Enfin, la vie internationale, c'est que des cohabitations ou des logiques contradictoires qui cohabitent. Vous pouvez avoir effectivement de la part de Sarkozy, à mon avis, je suis pas sûr que tous les présidents de la République aient tous commencé par une position pro-américaine, mais laissant tomber. En tout cas, lui, au départ, c'est clair. Il y a effectivement la tradition française qui est pro-arabe, mais il y a quand même en même temps la question vis-à-vis de l'Iran qui est une question nouvelle, et la question de savoir si finalement, et je vous rappelle que les Iraniens ne sont pas des Arabes, tout ça c'est très compliqué à comprendre, ce sont des Perses, et donc par conséquent, il y a manifestement une attirance pour la position américaine, deux, une tradition politique française, trois, la question d'Iran qui est différente, et surtout un quatrième élément qui est quand même culturel, c'est que toute cette zone était d'influence anglaise. Et le fait que la parlé France, de Tony Blair tout à l'heure. Et dans la vision du monde, si vous voulez, la France avait perdu sa position en Égypte, pour rappeler en gros dans les zones d'influence, et finalement, du coup, toute cette zone était tombée sur l'influence anglaise, où les Anglais avaient d'ailleurs été plus malins que nous sur le problème de la prospection du pétrole, à partir des années 1915, 1910, 1920. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est la capacité culturelle qu'a la France, indépendamment des enjeux géopolitiques et géostratégiques, de reprendre pied entre l'Égypte et derrière jusqu'aux Émirats du Golfe, indépendamment des enjeux économiques que représentent les Émirats, pour finalement rappeler, et c'est un peu l'enjeu du Louvre là-bas et de la Sorbonne là-bas, qu'en définitive, dans la mondialisation, la diversité culturelle, c'est un facteur important, et qu'après tout, la francophonie, c'est aussi important que l'anglophonie ou le Commonwealth. Et moi, j'insisterai sur cette dimension-là, et je pense qu'une partie des élites de ces pays-là sont relativement sensibles au fait à ce qu'apporte la France, mais au-delà de la France, une vision francophone du monde. Et je pense qu'on en aura besoin dans les équilibres géopolitiques, parce que quand vous vous placez du côté des... Vous allez plus vers une forme d'indépendance de la France et non pas la remorque des États-Unis. Je ne sais pas si le président Sarkozy a ça en tête, mais en tout cas, moi je suggérerais franchement, nettement. Bon. Et ça fait plusieurs mois. Il a déjà beaucoup de conseillers, je vous signale. Non mais je ferai des conseillers, ça ne sert à rien. Plaisanterie. Le président Sarkozy, pas plus hélas que le président Chirac, qui lui avait une vision de la francophonie et n'avait pas d'action forcément, nous ne pouvons sortir la France dans une vision mondiale qu'au travers d'une problématique de la francophonie. Et là, c'est vrai, quand on voit que la géographie du monde se déplace partiellement vers ça, il faut tenir compte de ça du point de vue de la diversité culturelle et politique. Voilà. Francis, pour conclure je conclus, je vois que Dominique il défend très bien sa chapelle, parce que c'est le chantre de la francophonie dans cette assemblée. C'est une chapelle, je préfère que ce soit une cathédrale. C'est une cathédrale, voilà. Je préfère que ce soit une cathédrale, vous savez, parce que la francophonie, c'est aussi la lusophonie, c'est aussi l'hispanophonie, enfin, c'est la diversité. Vous avez bien raison. Alors, Francis. Pour conclure, je voulais juste indiquer que, d'abord, l'installation de cette base militaire est une grande première, parce que cette concession en matière de coopération militaire faite à la France par cette région, c'est absolument inédite. Donc c'est important. Et d'autre part, tout cela s'inscrit effectivement dans cette position d'intransigeance de la France depuis l'élection de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de l'Iran. Et donc c'est dans cette logique-là. On pensait à un moment donné que les déclarations de Kouchner, par exemple, c'était des bourdes, qu'effectivement il y avait un côté va-t-en-guerre comme ça. Et non, je veux dire, qui ne s'inscrivait pas dans un programme et dans un projet. Mais là, on se rend compte qu'il y a une logique. La question sera de savoir, de comprendre dans les prochains mois pourquoi la France a décidé, à un moment donné, d'adopter cette position impériale, cette intransigeance très particulière contre l'Iran. On le saura peut-être dans les prochains mois. Impérieuse même, dit-il. Alors, Nadia Djenad veut encore dire un mot? Peut-être un mot sur la diplomatie du nucléaire. C'est vrai que... c'est l'expression d'un fonctionnaire. D'un fonctionnaire. La diplomatie il s'agit du nucléaire. d'une diplomatie du nucléaire spécialement et qui vise notamment les pays arabes, parce que c'est l'argument simple de Nicolas Sarkozy. Il a expliqué à de nombreuses reprises, et il a dit, si vous expliquez, il a déclaré une fois à des journalistes, il leur a dit, si vous expliquez aux pays arabes qu'ils n'ont pas le droit au nucléaire parce qu'ils sont arabes, alors vous accordez une prime extraordinaire à l'Iran. Donc on comprend donc là dénier le droit du nucléaire à ces pays, c'est renforcer. La géopolitique, elle ne peut se faire aujourd'hui quand on tenant compte des grands ensembles de civilisations. Et c'est fondamental, on ne peut rien comprendre. Voilà.
Mais vraiment un petit mot, c'est intéressant comment la stratégie française, la politique arabe française habituelle, se recadre dans un conflit entre sunnites et chiites. Et c'est assez intéressant de voir ça, comment en fait on retrouve notre comportement habituel dans ce cadre-là, en prenant position pour les Arabes sunnites. Absolument, c'est pour ça que je... Bon, pour une fois que vous êtes d'accord, on va passer à un autre sujet sur lequel vous risquez d'être moins d'accord et revenir un peu, j'allais dire, plus près de nous. Fadela Amara a fait une déclaration hier. 1 milliard d'euros serait consacré à 50 quartiers prioritaires, avec 3 axes majeurs, emploi, éducation, désenclavement. Alors, j'ai envie de poser la question un peu provocatrice à Éric Zemmour. C'est une chanson déjà entendue, ça, non ? Écoutez, moi je pense que ça fait maintenant 25 ans qu'on met de l'argent dans des plans banlieues à répétition. Je pense que la politique de la ville ne sert pas à grand chose, à part, ce qui est après tout pas négligeable, essayer de mettre un couvercle sur la marmite, acheter une paix sociale à prix de plus en plus exorbitant. Et de plus en plus provisoire. Et de plus en plus provisoire, absolument. Et je pense que on voit là le coût, puisqu'on parle toujours ici de ça, on voit le coût d'une immigration pas maîtrisée. Ça coûte cher. Il n'y a pas que des immigrés dans ces quartiers quand même. Hein. Faut pas non plus exagérer. C'est quand même des quartiers. Il faut arrêter. Non, mais il y en a. C'est pas qu'il y a plus. C'est pas. Non, c'est pire que ça. C'est bien que Éric Zemmour passe sa vie, c'est bien connu dans les banlieues. Il les connaît toutes. Nous ne les connaissons pas. On va le laisser finir rapidement et on va rebondir sur ce qu'il dit. Heureusement qu'il. Bon, mais c'est bien de se dissimuler la réalité. Moi, je veux bien. Il n'empêche que ces quartiers, on passe son temps à dire. Mais pourquoi l'immigration tout de suite ? Mais parce que c'est des quartiers évidemment qui sont à 80% avec des gens qui viennent de l'immigration. C'est une évidence pour tout le monde. Il y a beaucoup d'immigrants en France alors. Mais il y a à peu près 20 millions d'immigrants en France. Enfin, c'est quand même drôle parce que il faut peut-être pas moi je veux bien d'origine étrangère et les immigrés. Non mais attends, on ne dit pas n'importe quoi. Enfin, les banlieues, c'est pas les immigrés. On passe son temps. Les banlieues, c'est pas les immigrés. On passe son temps à dire. Oui, mais l'argent là, c'est dans les quartiers. On passe son temps à dire qu'on les appelle des ghettos. D'ailleurs, on appelle des ghettos justement pour stigmatiser la France. Qu'on reproche à la France d'avoir fait des ghettos, et après, quand on vous dit... sociaux, ça n'a rien à voir avec... C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Éric Zemmour, on va donner la parole. On va donner la parole. En plus, c'est faux ce que vous dites. Attendez, vous avez raison. S'il vous plaît. Étraniquement, justement, il s'uniformise, puisque depuis plusieurs années, on sent bien que les gens, justement, qui ne sont pas de l'immigration, quittent ces quartiers. Et que justement ça a été... On a compris Eric, on va donner la parole à je suis sidéré Volton qui veut dire un mot. Je crois qu'il faut peut-être pas confondre. C'est pas une insulte. Immigration et Français d'origine étrangère, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dominique Volton. C'est la même chose, c'est les enfants d'immigrés. C'est les Français d'immigrés, pas la même chose. Vous êtes un enfant d'immigré et la moitié des gens ici, c'est une malchance. C'est une malchance pour vous parce que vous seriez enfant d'immigré. Je pense que vous ne tiendrez pas le discours que vous tenez. C'est une chance d'être un enfant d'immigré. C'est une chance. Si vous voulez, l'immigration, c'est une chance pour tous les pays du monde. Je connais votre discours. L'immigration, l'immigrant, d'une manière générale, le migrant, c'est une chance pour tous les pays du monde pour une raison très simple que je peux résumer en 20 secondes. C'est un homme ou une femme qui a une culture d'un pays, qui fait un déchirement par rapport à son identité, qui arrive dans un autre pays, qui donne sa force de travail et qui est capable de cohabiter avec deux cultures. Donc le jour où l'humanité comprendra qu'un migrant c'est une richesse, on changera complètement notre regard sur la migration. S'il vous plaît, là on revient. S'il vous plaît, on revient à une obsession mutuelle. Voilà, j'aimerais bien. S'il vous plaît, sinon plus personne ne va rien y comprendre. C'est pas un débat sur l'immigration, c'est un débat sur qu'est-ce qu'on peut faire dans les quartiers populaires. Et est-ce que ce que propose l'actuel gouvernement peut être utile? Éric Zemmour dit ça ne sert à rien. Au moins c'est Je rappelle un chiffre simple. Dans nos pays européens en général, la population urbaine, c'est 70% de la population. Donc la question qui se joue dans les villes est centrale pour la paix civile, la paix sociale. Dans ces quartiers difficiles, vous avez 3 sortes de populations, des pauvres, exclus de toute façon, très peu d'immigrés et beaucoup de gens qui sont mélangés de toutes les mains. Donc moi je suis a priori favorable à tout projet qui consiste à essayer de comprendre les causes et à essayer d'agir sur les causes. Ce plan-là, comme les autres, et le fait que les plans précédents n'aient pas forcément tous réussi, ne prouve pas qu'il n'y a rien à faire sur la ville, mais prouve simplement que ce qu'on danse sur la ville et sur ces quartiers difficiles, les contradictions les plus majeures de toutes nos sociétés. Autrement dit, il ne faut pas dire ça ne sert à rien, il faut simplement constater une chose élémentaire. La société, c'est ce qui est plus compliqué à comprendre et à transformer et à agir, que toutes les politiques sont lentes et que les plans sont courts, et que par définition, vous avez là un révélateur dans ces banlieues de l'échec
l'échec de toutes nos sociétés, pas seulement la France, c'est vrai de tous les pays riches et de pays européens en particulier, de la difficulté que nous avons à tenir à la fois l'ouverture, l'ascension sociale et la tolérance. Donc par conséquent, regardons avec bienveillance ce plan comme les précédents, voyons si les objectifs sont limités et évaluons après. Amen. Ça ne sert à rien, regardons ça avec bienveillance, Nadir Djenad. Moi, je dirais que, pour rejoindre Dominique Volton, il ne faut pas critiquer un plan avant de savoir ce qu'il y a dedans. Donc le plan n'a pas encore été annoncé, on ne connaît pas les grandes lignes, on sait juste qu'il y aurait 1 milliard d'euros. On parle aussi, alors je suis peut-être naïf, je vais vous le dire, on parle d'installer des bureaux de recrutement au pied des cités avec des partenaires privés et publics pour relancer l'emploi des jeunes. C'est pas naïf, ça. Enfin, je ne sais pas, sur le papier, c'est une très bonne idée. Quand on connaît les taux de chômage dans les zones urbaines sensibles, où le taux de chômage est 2 fois plus élevé qu'ailleurs, je pense que là, voire 3. Donc là, je pense que c'est une bonne idée. Bon, Nadir est un peu comme Dominique Volton. Moi, il y a quand même une chose. Une ministre et une secrétaire d'État, visiblement pas du tout sur la même orientation, sur la même longueur d'onde. Une annonce prévue le 22 janvier. On dit un petit peu quelque chose et puis on y reviendra le 8 février. On peut se demander pourquoi autant d'attentes, autant de différences. Bernard Laporte, secrétaire d'État au sport, qui vient de faire une 3e déclaration. On a une espèce de cacophonie. Oui, mais attendez, on va laisser Francis. Après, je vous donne la parole, Dominique Volton. Mais là-dessus, écoutez, quand vous avez un président de la République qui fait les annonces unilatérales, on y reviendra tout à l'heure. C'est pas difficile de constater les contradictions qu'il y a dans un gouvernement. Elles sont mais c'est quand même un peu curieux. Alors, Francis. Non, mais c'est très curieux. 3 ministres, 3 positions. Et très embarrassant. D'autant que l'on sait que finalement, c'est le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui finira par annoncer le plan, en fait. C'est lui qui annoncera les grandes mesures de ce plan. Et alors, effectivement, il y a cette polémique dont on parle entre Madame Boutin et puis... polémique entre 500 personnes. Oui, bon, je crois que Fadela Amara n'est pas très soutenue dans le gouvernement, quand même. On sent une immense solitude de plus en plus et son plan risque, je veux dire, de devenir simplement... de faire un effet d'annonce prochainement à travers une conférence, une de plus du président de la République. Mais pour en venir au fond de la question, quand on écoute Madame Boutin et Fadela Amara, il n'y a pas de contradiction en réalité entre les deux personnes. Il y a des différences d'appréciation, tout simplement. Moi, c'est une question de philosophie. Bon, Madame Boutin, je veux dire, elle n'a rien contre. Je veux dire, un grand plan de banlieue. On ne parle plus de plan Marshall. C'est terminé. On ne parlera plus de ça. Il s'agit de mettre effectivement voilà. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Effectivement, et que... Si dans les pays riches, il n'y a pas d'argent, vous imaginez ce que ça donne dans les pays pauvres. Il n'y a pas d'argent, il faut relativiser. L'opinion dominante actuellement au sein du gouvernement, c'est qu'on a mis beaucoup trop d'argent depuis des années, et que finalement, c'est une sorte comme ça de tonneau, de puits sans fond, et qui ne donne absolument aucun résultat. Et Madame Boutin dit que, en matière de logement insalubre, par exemple, qu'il y a autant de logements insalubres dans les centres-villes qu'à la périphérie. Donc, c'est une question d'appréciation, en quelque sorte. Toujours est-il qu'il y aura certainement un plan banlieue, mais malheureusement on a enfermé Madame Fadela Amara uniquement dans ce plan, comme si c'était l'objet principal de son mandat pendant, je veux dire, en tout cas pendant ces 5 années, si elle y reste pendant 5 ans. Et je crois qu'une secrétaire d'État au logement, enfin une secrétaire d'État à la ville a certainement beaucoup d'autres missions que simplement d'être enfermée dans un plan. Ce n'est pas un examen de passage, et j'espère qu'on appréciera cette dame au-delà d'un plan qui au fond n'est qu'une étape, une seule, je veux dire le temps d'un mandat, en tout cas dans un secrétariat d'État. On aura l'occasion d'en discuter puisque normalement au mois de février, on aura le détail du plan, comme le disait Nadir. Alors, toujours une question polémique. Il y a quelques secondes, il y a notre ami Dominique Volton qui disait les annonces unilatérales du président de la République. Celle-là a fait l'effet d'une bombe. Je veux parler de la télévision publique qui n'aurait plus de publicité. Alors, moi j'ai envie de poser une première question avant que la polémique arrive par tous les bouts, chacun a sa passion et son idée sur la question. Est-ce que d'abord une télévision publique sans publicité, c'est un modèle viable économiquement, Dominique Volton ? Écoutez, à la limite, c'est une question quasiment dépassée, si vous voulez. Elle pourrait plus se poser il y a 25 ans. Maintenant, ça fait 25 ans ou 30 ans qu'il y a de la concurrence au niveau mondial. Je rappelle constamment... Vous y répondez beaucoup en ce moment, monsieur. Oui, bien sûr. Mais attendez, je vais 20 secondes de raisonnement. Il y a très peu de grands services publics au monde. Il n'y en a que 5. Les Britanniques, les Allemands, les Français. C'est fini pour l'Europe. Et ensuite, vous avez les Canadiens, les Japonais. Donc, le modèle télévision publique est déjà minoritaire. Donc, si on veut le sauver
parce que par définition, il est garant d'une forme d'intérêt général. C'est la même chose pour l'éducation, pour la recherche, pour la santé. Par définition, il faut un financement. Donc la télévision, ça coûte cher. Et si on veut que la télévision publique soit concurrentielle et soit présente sur tous les créneaux, il faut lui donner de l'argent. Si c'est pas de l'argent public, je vous rappelle quand même que, en ce qui concerne la France, par exemple, c'est 70% de recherche publique et 30% de publicité. Donc les 800 millions qu'il faut compenser, plus les millions nécessaires pour faire des images, c'est en gros autour d'1 milliard. Si le gouvernement et l'État, c'est au-delà du gouvernement, si l'État français, si les élites, si la France comprend que la télévision publique c'est une chance dans la concurrence, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on trouvera de l'argent. L'enjeu, il est d'abord politique, il n'est pas économique. Autrement dit, la question principale, c'est pas quel type de financement, c'est quel type de télévision publique veut-on dans un espace concurrentiel. Et veut-on garantir que les télévisions publiques soient des grandes télévisions, c'est avec beaucoup d'audience, pas de télévision publique sans public, ou bien si on veut, comme et là c'est une vision naïve, stupide et dangereuse, de croire que la télévision publique c'est uniquement pour la culture et donc pour 10% d'audience. Donc en fait, la bataille politique au niveau européen, c'est est-ce que nous, les Européens, vont défendre ce concept de télévision publique dans la concurrence internationale de telle sorte qu'il y ait une différence avec, je vous rappelle que les télévisions publiques, quand elles sont fortes, elles ont entre 30 et 40% d'audience, donc c'est déjà fragile, 30 à 40% d'audience, pas plus. Donc on veut garder ce stock et éventuellement l'étendre, ou bien est-ce qu'on dit finalement la télévision publique c'est pour l'élite culturelle et on perd toute la tradition populaire qui à ce moment-là ira dans le privé. Donc c'est une bataille de civilisation, de culture et de politique. Alors, quant à savoir si on peut avoir une télévision publique sans financement privé, c'est possible, mais à condition qu'il y ait une volonté politique. Et surtout, j'ajoute qu'on dise que l'argent de la télévision publique, il est fondamental pour une bataille culturelle et politique. Et la bataille, elle est là actuellement, pas seulement en France, mais aussi en Europe. Alors, Éric Zemmour, je vois... J'ai des questions que je me posais en écoutant Dominique Volton. D'abord, pourquoi il parle des Européens alors qu'ils viennent nous dire, et ça m'a intéressé d'ailleurs, j'ignorais, qu'il n'y a seulement que 3 pays européens. Trois grands pays européens. Il y a la télévision publique partout. Non, il y a la télévision publique partout, mais par ailleurs, elle est minoritaire, elle fait 15%, 20% d'audience. D'accord, voilà, bon, d'accord, ok. Donc, il y en a partout en Europe, mais elle est parfaite. Alors, cette précision donnée. Oui, parce que je comprenais pas. Il y a que moi, si j'ai bien compris, c'était une vieille revendication de la gauche. Non, mais plus personne ne la tient maintenant. J'ai dit une vieille. Dominique Volton. Oui, on laisse Éric Zemmour s'exprimer. Une vieille. Bon. Donc, effectivement, Volton a raison. Depuis quelques années, la gauche avait renoncé à cette revendication. Alors, j'ai entendu dire que c'était, certains exégèses de la pensée sarkozienne disent c'est pour faire plaisir à son copain Bouygues, qui TF1 est un peu en difficulté, et donc ça lui permet d'attirer un peu plus de publicité. Et M6 par ailleurs. C'est possible, j'avoue que là, j'ai entendu ça, c'est bon. Deuxièmement, après tout, on peut espérer qu'on invente une télé publique qui ne soit pas esclave de l'audimat, mais qui continue à être attentive à l'audience. Si j'ai bien compris, c'est ça la dialectique. Comment on fait Si, je peux dire sur la télévision. Non, mais attendez, parce que le service public, quand même, imitait trop le privé. C'est toujours trop facile à dire. Non, mais j'ai dit imitait. Mais c'est pas vrai. Il faut faire confiance. Il y a un désaccord, Non, mais c'est pas un désaccord majeur, parce que moi, je trouve que depuis la question, c'est comment on fait pour faire une télévision de qualité sans publicité pour le public. Depuis quelque temps, ils essayent de retrouver, moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, les mots passants, j'ai beaucoup aimé des trucs très service public que j'aimais dans mon enfance, la défunte ORTF. Donc, c'est pas une critique pour la critique, hein. Je dis, c'était la tendance ces dernières années, et je trouve qu'il y a une tentative de redressement de ça. Donc, est-ce que c'est possible de continuer cette tendance-là sans publicité? Est-ce que ça la facilite? Avec quel financement? Avec le financement de la taxe sur la publicité du privé. Oui, si je peux dire un mot là-dessus. Alors, Éric Zemmour, Nadir Djenad veut dire un mot là-dessus. Pour dire que, d'après moi aussi ce que j'ai entendu, l'objectif du gouvernement à travers donc cette annonce, c'est de prendre comme exemple aussi la BBC, la chaîne britannique. Je regrette de vous dire que la BBC licencie. Oui, voilà, justement, j'allais y venir, qui licencie, mais qui est financée donc essentiellement donc sur fonds publics et la redevance. Alors, la redevance, excusez-moi, plus élevée en Angleterre. Exactement. Nadir, et qui augmente tous les ans. Je suis désolé de vous interrompre, mais je vais vous redonner la parole. La redevance que paient les Anglais, c'est 181 € par an. Pour l'instant. Et nous, c'est 116. Et nous, c'est 116. Les Allemands, 160. Voilà. Non, mais c'était une précision, hein, c'est pas... D'accord, mais c'est pas la même monnaie. On laisse finir Nadir, s'il vous plaît. La redevance, vous l'avez dit, mais elle augmente aussi tous les ans. Et je ne suis pas sûr qu'en France, je ne suis pas sûr que les Français acceptent que la redevance donc augmente tous les ans. Chaque année, oui. Donc si on cite comme exemple la BBC, c'est clair, vous l'avez dit, donc depuis 2 ans, il y a plusieurs scandales qui entachent la chaîne publique. Vous avez parlé donc aussi des licenciements, mais il y a aussi de nombreux scandales touchant à la guerre en Irak,
miracles, par exemple, mais aussi à des jeux, des révélations concernant des jeux truqués. Donc, comme exemple, je pense qu'il y a mieux. Alors, Francis, qui ne s'est pas exprimé Oui, je sur crois le que sujet. ce qu'on appelle l'augmentation de la redevance télévisuelle, généralement, ce sont des gens qui appartiennent à une classe moyenne, une classe qui a souvent quand même les moyens de consommer. Parce que si vous faites un sondage auprès des smicards français, qui sont quand même la majorité des travailleurs, je ne pense pas que les gens soient partisans d'augmenter la redevance, parce qu'elle est déjà assez élevée, je pense. Maintenant, on nous dit que la culture a un coût, la culture a un prix. En tout cas, la Société des droits d'auteur réclame 1 milliard, sinon rien, pour faire cette fameuse télévision sans publicité. Et demande d'ailleurs à ce que les créateurs et auteurs soient associés à une réflexion pour inventer cette nouvelle télévision. On nous resserre tout le temps l'antienne de la culture. Il faut une télévision culturelle, une télévision de haut niveau. Mais vous savez, il y a Arte qui existe déjà. Et quelle est l'audience d'Arte aujourd'hui? Il faut en tenir compte. Un million. Voilà, Arte fait partie du paysage. Qui est faible, rappelons-le, même si un million paraît un c'est une télévision tout à fait respectable, mais il faut aussi une diversité en matière de télévision. Et il ne faut pas enfermer le service public, je veux dire, dans cette espèce de dictature aussi de la culture élitiste. Donc, pas d'élitisme, pas d'audimat. Et je repose toujours la même question. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faudra trouver donc cet argent-là. Bon, on le dit évidemment, mais comment trouver cet argent? Et ce qu'on ne dit pas surtout, c'est que ça passera forcément par une restructuration du service public dans son ensemble. C'est-à-dire, éventuellement, et ça passera aussi par une réduction du personnel. Et ça, je veux dire qu'il y a des rendez-vous qui seront des rendez-vous très amers avec les syndicats bientôt. Dominique Volton pour la conclusion sur ce point. L'enjeu politique, là, c'est, je rappelle quand même que les audiences des services publics, quand ils sont grands, c'est jamais plus de 30 à 40% maximum. Donc c'est une bataille déjà très inégalitaire. Si on veut que le service public soit capable de rester populaire et de faire toute la gamme, il faut qu'il y ait plusieurs canaux. Si l'enjeu derrière la restructuration financière, et c'est pas 800 millions actuellement qui sont liés à la pub, c'est 1 milliard qu'il faut effectivement trouver parce qu'il faut... Il faut remplacer les images de publicité qu'il n'y aura plus par le programme. Si jamais par malheur, et là ce serait tragique pour le gouvernement et pour le président, si jamais par malheur, c'est la manière d'annoncer dans 6 mois, 1 an, 2 ans qu'il n'y a plus assez d'argent public et qu'il faut privatiser une des chaînes du service public, ça c'est un très très mauvais coup. Ça serait surtout tragique pour les personnels de France Télévisions et les téléspectateurs. C'est pas seulement tragique pour les personnels, c'est tragique pour les spectateurs, c'est tragique pour la stratégie monde. Donc par conséquent, les Britanniques ont 8 chaînes, nous en avons 5. Si c'est un périmètre constant, et le ministre de la Culture et de la Communication a garanti que c'était un périmètre constant, on verra. Mais il ne faut pas qu'on touche au périmètre de la télévision publique, parce que si on y touche, ça s'appelle la classique bataille stupide entre la gauche et la droite, qui consiste à croire qu'il faut privatiser la télévision, une partie de la télévision publique. On ne peut jouer la concurrence dans l'ensemble des gammes que si jamais on a de quoi être présent partout. Et c'est pour ça que les Britanniques font ça, et c'est pour ça que nous devons rester. Et si je puis dire, si les Français, les Britanniques et les Allemands, on arrive à tenir un peu une télévision publique de qualité, je vous garantis que dans moins de 10 ans, on peut se retrouver parce qu'à ce moment-là, la télévision publique sera la grande innovation dans la concurrence mondiale. Parce que la télévision privée, elle veut faire d'abord du fric avant tout, c'est normal. C'est pas la qualité qui l'intéresse. Une autre question, justement, Dominique, justement. Donc c'est une bataille politique. Aujourd'hui, les programmes sont soumis à la dictature, comme on dit, pour faire court, de l'audimat. D'accord. Quand on aura une télévision sans publicité, quels seront les critères d'évaluation pour évaluer la qualité? Attendez, mais ce sera les mêmes. Alors, ce sont les mêmes. Mais attendez, vous avez est-ce que je peux vous faire 2 remarques? Ce seront les mêmes, c'est-à-dire que vous pensez que France Télévisions aura toujours les moyens de se payer les services de médiamétrie? Non, oui, bien sûr. Faut pas que non, mais je suis un peu cynique et un peu dur, mais il faut savoir que c'est médiamétrie et ça se paye, c'est un service qui se paye. Je vais répondre à la question. Chaque dirigeant de télévision publique ou privée, et c'est normal parce qu'on est dans un espace concurrentiel, regarde chaque matin à la minute près l'audience précédente. Bon, qui est publicité ou pas publicité, vous ne pouvez pas avoir, que vous soyez une radio, un journal, c'est ça la grandeur de la communication, il faut de l'audience, il faut du public. Et si vous voulez être un service public, il faut tous les publics. Donc par conséquent, il y aura la même obligation d'audience. Et c'est pas parce que vous retirez la pression de la publicité que vous n'aurez pas de pression d'audience. Si vous n'avez pas de pression d'audience, c'est que vous avez une télévision de ghetto. Et c'est pour ça le vrai conflit politique, c'est de dire, mais attendez, une télévision de service public, c'est une télévision qui doit toucher. Et vous avez raison de dire, on a déjà une chaîne culturelle qui est la plus chère du monde, qui s'appelle Arte, tant mieux, elle existe. On qui est franco-allemande. Bien sûr. Enfin, c'est le budget le plus cher du monde. Hein. Mais elle fait 1 million de spectateurs depuis 20 ans. Ça n'augmente pas, très bien. Elle fait un boulot extraordinaire. Elle permet à des auteurs d'exister. Mais si on veut que la télévision, si vous voulez, en gros, pour que la télévision, pour que la différence entre public et privé existe, il faut donner suffisamment d'argent au public pour que la télévision de la créativité et de l'innovation soit dans le public. Parce que quand vous êtes dans le secteur privé, et moi je ne critique pas le privé, vous n'êtes pas là pour faire de la créativité, vous êtes là pour faire de l'argent. C'est la loi du capitalisme. Ça s'appelle la loi du profit. Voilà, mais par contre, dans le service public, il faut à ce moment-là avoir les moyens de faire sortir tous les talents. Rappel, Radio France, qui est une chaîne de service radio
publique. Avait de la publicité jusqu'à aujourd'hui. Avait de la Sauf France publicité Culture. très peu. Très Elle peu. n'en aura plus non plus. Et rappelle surtout, regardez où se situe Radio France dans le paysage audiovisuel. C'est quand même Radio France qui a inventé France Info, il n'y a pas si longtemps. Et la radio publique a été capable, voilà. et la radio Elle était capable d'innovation, voilà. elle était capable d'être Il faut le écoutée. rappeler. Après tout, ce qu'a fait la radio, peut-être que la télévision publique Et peut le faire si vous me si on lui en laisse la chance. Exactement. Et vous pouvez me juste dire un mot on parce va que s'arrêter oui, là. mais sur la radio, il faut dire une chose sur la France. La France est le pays très intéressant. Nous avons les radios généralistes de meilleure qualité, qu'elles soient publiques et privées. Et ce qui est intéressant dans Radio France, c'est dans un espace concurrentiel très dur avec RTL et Europe. Et ce qui s'est passé depuis Énergie, Radio France a conservé sa qualité. Donc vous pouvez tout à fait avoir un espace concurrentiel très dur avec une forte capacité d'innovation du service public. Bon, on aura certainement l'occasion d'y revenir parce que je pense que cette affaire n'est loin d'être finie puisqu'on est censé attendre une loi. On va voir. Et puis que surtout, visiblement, le gouvernement recherche encore les pistes de financement. Tous les jours, ça change. On va revenir encore sur les propos du président Sarkozy sur le bienfait des religieux, notamment des religions qui ont soulevé de nombreuses protestations donnant un peu partout. Alors, au point que Nicolas Sarkozy vient d'y revenir pour donner sa définition de la laïcité, dire qu'il y était attaché, et insistant sur le respect des croyances. Alors, est-ce que ça vous a convaincu, Francis Laloupeau, cette dernière définition de la part de Nicolas Sarkozy? Oui, parce que... Le oui, Étienne. Non, mais... oui, mesuré. Non, mais ce qui surprend, ce n'est pas cette dernière déclaration, parce que ça se situe, je pense, dans une sorte de consensus national. La France est un pays laïque, il était bon de le rappeler, donc ce n'est pas un événement en soi. Ce qui était plutôt étonnant, c'était les sorties sur la foi, la religion, au Vatican notamment, et dernièrement, justement, pendant le voyage dans les Émirats. Moi, j'ai le sentiment que depuis le 31 décembre, depuis le discours sur la politique de la civilisation, il y a une nouvelle histoire. Vous reliez ça à la politique de la civilisation? Oui, je crois qu'il y a un nouveau scénario qui s'écrit à l'Élysée depuis le 31 décembre. C'est-à-dire après quelques mois d'un spectacle bien rodé qui était un peu dans le prolongement de la campagne électorale, il fallait trouver un nouveau sens à ce spectacle-là, sous la plume d'ailleurs de monsieur Henri Guénaud, qui est le porte-plume, comme on dit, du président de la République, mais qui est devenu une sorte de gourou comme ça, de gourou cosmo-national, qui doit, qui sait tout sur tout. Qui gouverne un peu. Voilà. Dominique, on laisse Francis finir, il y a Nadir Djenad qui veut prendre la parole. C'est lui qui gère, c'est lui qui fait l'ordonnancement de la quête du sens maintenant de l'Élysée. Et la quête du sens passe notamment par un retour comme ça sur des valeurs fondamentales telles que la foi, la religion. Mais tout ça, je crois que ça fait partie de l'architecture, je dirais, médiatique, de l'architecture spectaculaire de pouvoir, et c'est très bien. Donc il fallait rappeler ça, simplement, M. Sarkozy l'a fait, c'est très bien, de ce point de vue, tout va bien, la France est bien gardée, la laïcité est sauve, et c'est très bien. En attendant, M. Henri Guénaud peut continuer, je veux dire, à faire sa quête toute personnelle du sens. C'est ironique, Francis. Nadir, vous en pensez quoi, vous, de ces Moi, je questions de dirais la laïcité que c'est pas très surprenant. On sait que pour Nicolas Sarkozy, la religion n'est plus tabou dans la société, contrairement à ses prédécesseurs, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, où la religion relevait plutôt de la sphère privée. On parlait tout à l'heure de l'attirance du président. Mais ça, c'est 1905. Oui, l'attirance du président français français pour ce qui se passe aux États-Unis. Là, on a la preuve avec la religion. Nicolas Sarkozy est très imprégné de ce qui se passe aux États-Unis concernant la religion et souhaite remettre dans le débat politique la religion. Nicolas Sarkozy est favorable à la discrimination positive. Il est favorable pour qu'il y a des communautés, une juxtaposition de communautés. Donc là, sur ce plan-là, on peut dire que Nicolas Sarkozy vraiment s'imprègne de ce qui se passe aux États-Unis. Vous pensez qu'on va peut-être arriver à terme à la remise en cause partielle de la loi de 1905, qui est quand même un des fondements de notre République aujourd'hui? Je ne pense pas, parce qu'il va y avoir de fortes oppositions. Éric Zemmour pardon, excusez-moi. Et Éric Zemmour ensuite. Le concept de laïcité est un concept fondamental pour l'avenir. Parce que plus il y a de retour du religieux dans le monde, plus il y a... Oui, mais même pour le présent, mais plus il y a de retour du religieux, et c'est une donnée sociologique, plus il y a de risques de nouveaux liens religion-politique, plus il faudra rappeler le concept essentiel de la laïcité, c'est-à-dire séparer le religieux du politique. Ça, c'est la donnée de base. Concernant l'histoire française, nous avons une laïcité de combat qui a été très très violente, autrement dit 1905. C'est tragique. 1905, ça a été très dur. Il ne faut souhaiter à aucun pays autant de violence que chez nous. Ceci dit, ce concept de laïcité, ce que moi j'appelle la laïcité de combat à la française, c'est quand même quelque chose qui a marqué une étape énorme dans l'émancipation de l'homme, dans la séparation religieuse-politique. Et ce qu'il faudrait faire demain, si je puis dire,
Si les Français étaient capables de passer d'une laïcité de combat à une laïcité de tolérance, c'est de dire, écoutez, nous, ça a été douloureux chez nous parce que ça s'est passé comme ça. Ceci, le patrimoine historique français républicain, c'est quand même que c'est mieux de séparer les deux. Et si on peut offrir au reste du monde, non pas une méthode, mais une idée, une référence, une laïcité de tolérance, apprenons à cohabiter entre nous, là on a un message politique humaniste extraordinaire. Donc je dirais au président... C'est un petit peu ce que dit Sarkozy. Pas du tout, pas du tout. Le président Sarkozy... Non, attendez, excusez-moi. Il dit le respect des croyances, voilà, c'est ça la nouvelle laïcité. Le problème actuellement, on a quand même un défaut qui est de l'atropisme. Avant le président Sarkozy, il y a plein d'autres présidents de la République. Ils ont tous été extrêmement, en commençant par Chirac, en n'oubliant pas Giscard d'Estaing, en n'oubliant pas Pompidou, et en n'oubliant pas Mitterrand, qui étaient des hommes politiques différents dans leur tradition, leur formation, leurs idéologies. Ils ont tous été extrêmement fidèles à une conception assez riche, finalement, de la laïcité. Donc, par conséquent, monsieur le président Sarkozy n'arrive pas dans un désert. Il dit ce qu'il veut, il est président de la République. Il ne faut pas qu'il s'étonne tout de même que le contexte est un peu plus compliqué que ce qu'il pense dire aujourd'hui. Et moi, ce que je voulais dire en tant que chercheur sur la communication politique, c'est de la dynamite, c'est un concept d'émancipation de la laïcité, à condition de ne pas le vendre tel que nous l'avons vendu dans du combat, parce que c'était l'histoire du 19e siècle, mais comme une ouverture à la cohabitation des religions. Une laïcité apaisée, finalement. Voilà. Alors, et là, nous avons quelque chose à apporter au reste du monde. Et si le président Sarkozy fait ça, tant mieux. Oui. S'il ne le fait pas, attention. Éric Zemmour, la laïcité vous laisse perplexe? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est effectivement une invention, si j'ose dire, française extraordinaire, qui date, d'après moi d'ailleurs, déjà avant la laïcité telle qu'on l'entend nous. Je pense que dans le gallicanisme français, déjà, sous la monarchie, il y avait déjà cette idée qu'on ne cédait pas à Rome et à l'Église, en tout cas qu'on voulait sous contrôle, même s'il y avait des tensions politiques très fortes. Donc la laïcité de combat, Dominique a raison, ça a été l'histoire du 19e siècle, après la Révolution. Je pense d'ailleurs que dans ces déclarations sarkoziennes, dans cette évolution, il y a une espèce de retour de bâton, parce que j'ai l'impression que une certaine laïcité un peu agressive, un peu offensive, était décalée dans ces dernières décennies par rapport à la menace cléricale qui n'était plus là. Je veux dire que cette menace cléricale avait disparu et qu'on gardait... C'est de la rhétorique, quoi. Voilà, un laïcisme exactement, vindicatif, alors qu'il n'y avait plus d'adversaires. Ouais. Peut-être le problème s'est posé sur le droit à l'avortement, sur des problèmes de société tout de même, d'une façon diffuse, mais ça s'est posé. Oui, mais c'était pas le cléricalisme. C'était pas le cléricalisme, c'était des questions de principe et de philosophie. Ça n'a rien à voir. C'est pas le cléricalisme. C'est souvent lié à la religion chrétienne. Non, je suis pas d'accord. Mais bref. Éric Zemmour. Bref. Donc, je pense que c'est un retour de bâton. Deuxièmement, je pense que Sarkozy, au contraire de Jacques Chirac, a voulu rappeler les racines essentiellement chrétiennes de la France. Je pense que c'était un des buts de ce discours. Jacques Chirac est chrétien. Hein. Oui, mais Jacques Chirac disait que la France avait des racines musulmanes autant que chrétiennes. Ce qui est vrai. Non, ce qui est faux. La religion, je m'excuse d'islam, est la deuxième religion de France. Les racines de l'union. Oui, mais je suis étonné qu'on attende c'est-à-dire dans ce problème, parce que la laïcité aujourd'hui se pose aussi de ce côté-là. Mais c'est on parle de racines, ça veut dire 2000 ans d'histoire. Mais alors, il y a des racines musulmanes dans l'histoire française, bien sûr, dans la tradition européenne aussi, bien sûr. Attendez, on laisse Éric Zemmour finir, on ne viendra pas à le débat aujourd'hui. Il le mettait à égalité, c'est ça qui avait choqué beaucoup de gens. Je rappelle que le général de Gaulle disait exactement le contraire de Jacques Chirac. Il disait que la France était d'abord un pays chrétien. Mais oui, alors, c'est quand même contradictoire. Aujourd'hui, l'islam est la deuxième religion. Oui, aujourd'hui. Et ça fait 30 ans, ça fait 50 ans que ça dure. Hein. Non. Si, exactement. Mettons, 50 ans, difficile de 30 ans, on va laisser Éric Zemmour terminer ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté de Sarkozy, qui s'était déjà exprimé dans la campagne électorale, de renouer avec la tradition de la France et sa tradition chrétienne de la France pour redonner une identité. Non mais il parle de Sarkozy. Il parle de Sarkozy. Alors on laisse Zemmour finir. Et la tradition française, contrairement à ce que dit Volton, elle est double. Elle est chrétienne et elle est laïque. Et justement, certains exégètes comme Marcel Gauchet disent que justement elle est laïque. Elle est laïque parce que justement elle est chrétienne, puisque le christianisme est, selon lui, la religion de la sortie de la religion, et c'est la religion qui a le plus théorisé la séparation entre
le privé, le laïque, le profane et le sacré. Et Alors, donc je pense qu'il y a dans ce discours-là, très dernière chose, Ouais, je finis très vite, je pense qu'il y a aussi dans la volonté de Sarkozy de mettre la France au diapason du monde libéral. Il y a un risque dont il est conscient, c'est-à-dire que je pense que la mondialisation, le libéralisme, c'est créateur de désordres sociaux et donc de désordres au sens sécuritaire du terme. Et je pense qu'il y a une volonté de trouver dans la religion un point d'ancrage d'ordre dans cette société. Et Vous êtes en train de parler du sabre et du goupillon, presque, là, Éric Zemmour. Mais pourquoi pas? Mais attendez, j'essaie d'analyser. Non, mais alors, attendez, Éric Zemmour fait une analyse, ne lui tombez pas dessus. J'essaye d'analyser. Ça ne marche pas, dit Je ne Dominique suis Volton. pas sûr. Je pense que contrairement à ce que dit Volton, justement Il nous reste 3 minutes d'émission, alors, les évolutions. dépêchez. J'ai fini. Je pense que justement que les évolutions démographiques de la France, dont en général vous vous félicitez, peut provoquer ce genre de retour réactionnaire. Je trouve ça assez intéressant. Il y a des évolutions dont on n'a pas. Cela à tout prix. Alors, il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Il nous reste 2 minutes d'émission. Non, parce que les guerres de Est-ce que religion, vous auriez la... mais je suis d'accord. Est-ce que vous aurez la tolérance de laisser la parole à Francis Taloup? Je voulais juste dire S'il vous plaît. que pendant toute l'année, je vais dans plusieurs pays où il n'y a pas justement eu cette fameuse laïcité française. Il n'y a pas cette laïcité et cette fameuse, disons, révolution de la séparation de l'Église et de l'État. Et dans ces pays-là, on s'inquiète souvent, je veux dire, dans les discours politiques, quand on convoque Dieu dans les discours politiques. Ah donc moi j'ai un embarras, j'ai une gêne comme ça par rapport, je veux dire, à cette réalité, c'est que quand dans un pays, en l'occurrence la France, je veux dire, quand on commence à convoquer Dieu dans le discours politique, il faut s'inquiéter de l'introduction de la mystique dans le pouvoir. Et quand on convoque, effectivement, c'est-à-dire quand on introduit cette mystique dans le pouvoir, il faut faire attention aux dérives que ça peut provoquer, parce que il y a cette espèce de rupture avec la réalité qui peut avoir des conséquences extrêmement graves dans le rapport à la fraction ultra-religieuse aux États-Unis aujourd'hui. Je suis d'accord, mais je pense que les transformations... S'il vous plaît, si vous parlez tous en même temps, on n'y arrivera pas. On va demander la transformation sociologique et la polarisation religieuse dans notre pays entraînera ce genre de polarisation. Et donc on va laisser à Dominique Volton le soin de dire un mot et Nadir Djenad veut conclure. La mondialisation est tellement facteur de nouvelles crises de guerre, inégalité sociale, inégalité culturelle, conflit d'identité. C'est pas la peine de rajouter en plus, surtout dans un pays qui a déjà connu ça, les risques de facteurs religieux. Et si nous avons, nous, les Européens et les Français, un patrimoine à essayer de transmettre au niveau de la mondialisation, c'est apprendre à cohabiter, donc à inscrire le principe de laïcité comme une des règles d'or pour essayer d'organiser les sociétés. Voilà. Et donc, par conséquent, c'est pas le moment de le ramener comme un facteur. Là-dessus, on est d'accord, je crois tout le monde. Nadir Djenad voulait dire un mot. Juste, en fait, l'essentiel a été dit, mais en tout cas, moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup choqué, c'est l'évocation constante du président Bush de Dieu dans ses discours. Quand il commence une réunion de sécurité, il évoque Dieu. Cette référence à Dieu, au bien, on parlait tout à l'heure du bien et du mal. Et c'est clair que c'est un exemple qui est tout à fait inquiétant, mais je pense qu'en France, ça n'arrivera pas. Mais mon cher Nadir, ça n'arrivera pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de très inquiétant. Ce n'est pas inquiétant, c'est leur système. À partir du moment où on a... Mais on peut considérer que leur système est inquiétant. Bien sûr, c'est constitutionnel. C'est ce que je crois que vous voulez dire, Nadir. Depuis 2 siècles. Mais c'est Ça fonctionne depuis 2 siècles. Et c'est la Constitution. À partir du moment où on a désacralisé le politique et que seul le marché règne, il est normal de chercher une transcendance ailleurs. Et donc, on finira par la fameuse phrase de Malraux qui est peut-être en train de se réaliser dans la plus pure des conditions. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Voilà, c'est notre pensée du jour. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu.